Juste avant de commencer, je m'excuse d'avance pour tous les bruits derrière lors des interviews, mais on tournait à Sainte-Anne, donc il y avait beaucoup de chiens qui aboyaient et il y avait beaucoup de scooters qui passaient. Et aussi, désolé parfois pour les plans merdiques et les zooms inutiles, mais ma caméra elle zoomait des fois toute seule, je sais pas pourquoi, et je devais me battre avec elle, donc parfois il y a des zooms automatiques de la caméra, puis il y a des zooms que je fais manuellement. Il n'y a pas de république possible. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Nous sommes en guerre. L'homme ou la femme providentielle, ça n'existe pas et tant mieux. Moi, ce que je souhaite, c'est aller plus vite, plus fort et être plus efficace. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe, ni dans l'Afrique. Il faut que le quinquennat, le prochain quinquennat, fasse le pari radical d'un gouvernement mieux adapté au XXIe siècle. Le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Ma deuxième candidate était Christiane Taubira. Malheureusement, peu après le tournage, elle a annoncé son retrait de la présidentielle par manque de parrainage. J'ai longtemps hésité à monter et à sortir ce reportage, mais j'estime que les intervenants que j'ai interviewés ont dit des choses utiles pour la campagne en général, et je pense aussi que malgré le fait qu'elle a retiré sa candidature, Taubira va continuer à participer à la campagne en arrière-plan et va se joindre à un autre candidat. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Il y avait beaucoup de participants au meeting, donc ça reflète aussi une partie de la société qui devra se tourner vers quelqu'un d'autre. Christiane Taubira commence sa carrière en militante indépendantiste, puis participe à la création d'un parti politique guyanais en 1992. Elle va devenir ensuite députée de la Guyane jusqu'en 2012, où pendant son mandat, elle va être à l'initiative de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. En 2002, elle va se présenter à l'élection présidentielle au nom du Parti radical de gauche et va recueillir 2,32% des voix au premier tour. Elle va ensuite devenir ministre de la Justice en 2012 sous la présidence de François Hollande. À ce titre, elle défend au Parlement le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Cependant, en désaccord avec le projet de déchéance de la nationalité française pour des personnes jugées coupables de terrorisme, elle démissionne en janvier 2016. En janvier dernier, souhaitant se présenter à l'élection présidentielle de 2022, elle remporte la primaire populaire, mais retire sa candidature 2 jours avant la date limite du dépôt des parrainages, faute d'avoir réuni les 500 signatures d'élus nécessaires. En fin février, elle a tenu un meeting à Rennes. 3 heures avant le meeting, nous avons pu interroger des militants tractant pour le meeting. Alors du coup, je m'appelle Pauline Piquet, je suis étudiante en master de criminologie à Rennes et aujourd'hui je milite pour la candidature de Christiane Taubira. Moi je m'appelle François Simon, j'ai 27 ans, je suis coordinateur socioculturel dans la vie, aujourd'hui sans emploi. Je suis pas un militant actif dans la politique, je suis quand même assez impliqué. J'ai lu les programmes, je vote à chaque élection, même où le taux d'abstention est le plus bas, je vote quand même. Mais là, c'est la première fois que je m'implique aussi activement dans une campagne présidentielle. Alors moi, je m'appelle Astrid, j'ai 35 ans, je suis cadre dans l'administration et je suis animatrice locale du 22 et je suis coordinatrice régionale du comité Taubira 2022. Moi, je m'appelle Chloé, je suis une des 4 porte-parole du collectif pour Taubira en 2022 et qui est le collectif citoyen qui a porté la candidature de Christiane Taubira à la présidence de la République, si elle gagne. Alors bonjour, moi je suis Alexandre, je suis professeur de services et commercialisation dans un lycée professionnel au Havre et j'habite Caen. Pourquoi soutenir Taubira et pas une catégorie par un autre ? Pourquoi Christiane Taubira ? D'abord pour sa personne, c'est une femme qui est profondément humaniste, qui a apporté de beaux projets, de belles lois, notamment l'ouverture du mariage pour les personnes de même sexe, sur la loi sur l'esclavage, pour la reconnaissance d'un crime contre l'humanité. Donc déjà pour cette personne et son humanisme, mais au-delà de ça aussi pour son projet d'union des forces de gauche, parce qu'avant de soutenir Christiane Taubira, je suis un militant de gauche qui souhaite réellement que la gauche gagne en 2022. Et force est de constater que la gauche éclatée n'arrivera jamais au pouvoir. Donc c'est pour ça que je soutiens une candidature d'union, qui souhaite et qui appelle réellement à l'union. Parce que Taubira, c'est la candidate de l'union, c'est la candidate qui va nous permettre de gagner, c'est la candidate qui nous rassemble autour de valeurs humanistes, solidaires,
Et donc le choix, il n'y a pas le choix, c'est l'union, donc c'est Taubira. Parce que Christiane Taubira, elle incarne des valeurs très très marquées de gauche, d'humanisme, d'éco-responsabilité, et elle n'est pas liée à un parti. Et nous, en tant que collectif, on se disait que comme elle n'était pas liée à un parti, elle pouvait les unir, les partis, et unir les candidats. Et qu'on pourrait avoir enfin un président de gauche en France, ou une présidente de gauche. En fait, déjà, nous, je ne sais pas si vous êtes au courant, on est le collectif Taubira pour 2022. Donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on pousse la candidature de Taubira. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Taubira a été candidat du jour au lendemain comme ça, mais c'est un travail de longue haleine. Donc pendant plus d'1 an et demi, il y a des militants qui ont œuvré pour que ça se fasse. Alors pourquoi elle ? Parce qu'on estime que c'est la candidate à même de représenter nos valeurs et d'œuvrer pour les enjeux de notre siècle, comme la justice sociale et l'écologie. Et aussi, in fine, parce qu'on pense que c'est une candidate qui est à même de pouvoir rassembler et les candidats et les citoyens. Alors c'est plus compliqué aujourd'hui, mais c'est ce qu'on pensait à l'initiative et c'est ce pourquoi on a œuvré pour. Pourquoi soutenir Taubira ? Un vaste débat. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une personne qui a été garde des Sceaux, qui a été garde des Sceaux, ministre de la République, et qui est représentative de mes idées et de ce que je pense. Et puis en plus, par rapport à ses propositions aussi, elle m'intéresse beaucoup, une femme de gauche, qui a porté quand même la loi pour le mariage pour tous, qui est pour moi une grande avancée sociale pour la France et au niveau national. Et donc pour toutes ces raisons, je soutiens Madame Taubira. La parité entre les hommes et les femmes est mise en avant dans son programme. C'est aussi ministre de l'égalité homme-femme de Christiane Taubira. Quelle serait votre première mesure ? Déjà, je pense que ce serait plus intéressant pour l'égalité homme-femme d'avoir une femme dans un ministère, parce que c'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans le milieu politique. Après, quelle serait ma première mesure ? Il y en a tellement à faire. Déjà, une vraie reconnaissance de l'égalité salariale, c'est déjà une belle chose, parce que c'est quelque chose dont on parle tout le temps et qu'on ne voit jamais, donc ça pourrait déjà être pas mal. Et puis tout simplement une reconnaissance de l'égalité des femmes, quoi. C'est les femmes comme êtres à part entière, qui ont des droits, qui ont des devoirs, mais qui... En terminer avec ce système patriarcal et misogyne. Ma première mesure, ce serait d'avoir de la parité au sein du service public, parce qu'aujourd'hui on prône qu'il faut de la parité partout, mais dans le service public il n'y a pas cette représentation, cette répartition égalitaire dans les postes. Après, bien sûr, étendre ça au secteur privé et essayer surtout de faire une éducation à l'école sur l'égalité homme-femme pour qu'après les enfants soient plus ouverts sur la question. Instaurer justement cette parité dans tous les organes, toutes les entités publiques, il faut l'instaurer partout, et faire de la sensibilisation bien évidemment au niveau des écoles. C'est indispensable si on veut justement être dans une logique d'égalité entre les hommes et les femmes, il faut l'insuffler auprès de nos jeunes. Alors déjà, rallongement du congé paternité pour qu'il dure exactement la même durée que le congé maternité, comme ça il y a égalité à l'embauche. Publication des salaires, que toutes les entreprises soient au courant des salaires. Et le reste, je laisserai Christiane Taubira en proposer des mesures. En fait, déjà c'est l'application de la loi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déphasage complet entre la loi et ce qui se fait. Donc, premièrement, s'assurer que toutes les entreprises, et notamment les grandes entreprises, aient une parfaite égalité au niveau des salaires. Parce que ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on pourrait agir vite, mais ça ne se fait toujours pas. Donc, ça serait le premier sujet. S'assurer que partout, il y ait une égalité de salaire au niveau des hommes et des femmes, que ce soit appliqué partout. Le deuxième sujet, c'est elle avait déjà commencé quand elle était ministre de la Justice, c'est s'assurer que toutes les plaintes de femmes soient prises en compte, et même lorsque la plainte est retirée, que le parquet se saisisse de l'affaire malgré le fait qu'elle retire la plainte. Parce que des fois on se rend compte que quand une femme retire la plainte, c'est souvent parce qu'elle a encore plus peur. Donc ça serait ça. Et puis donc ça serait deux axes. L'axe, on va dire, économique, pour que les femmes puissent réellement avoir leur égalité économique et financière, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis l'axe aussi sur les violences faites aux femmes, et s'assurer que
Si pour le moment on ne peut pas empêcher certains actes sexistes, s'assurer qu'ils soient punis et qu'on aille au bout des procédures. Je pense que ma première mesure serait que les femmes et les hommes soient payés et les mêmes conditions de travail que n'importe quelle autre personne. Je pense que je ne ferai pas de différence entre les femmes et les hommes concernant tout ce qui est par exemple quand une femme part en congé maternité, elle a dans certaines entreprises, il peut y avoir des choses des personnes qui sont malveillantes et qui les rabaissent. Enfin voilà. Pour moi, je pense que je ferai ça. Pensez-vous qu'elle pourrait accéder au second tour malgré les sondages? Alors je peux faire la version politique, la version honnête. La version politique c'est « mais bien sûr !» La version honnête c'est, bon là, dans le contexte actuel ça paraît compliqué. Déjà pour obtenir les parrainages, parce qu'on n'en a que 130 aujourd'hui, donc sur 500, ça paraît compliqué d'avoir les parrainages. Donc accéder au deuxième tour c'est vraiment encore une autre étape. Dans mon fort intérieur j'espère, je continue à y croire. On continue à aller chercher les parrainages un à un pour pouvoir accéder déjà à la course présidentielle. Et ensuite, j'espère qu'il y aura un sursaut des autres candidats de gauche et qui vont comprendre que désunis, on n'y arrivera pas et qu'il faudra vraiment une force commune à gauche, une force solide, donc portée par Christiane Taubira ou portée par un autre candidat ou une autre candidate, mais il faut vraiment qu'on soit unis, quoi. Donc c'est mon rêve. On se bat, on est toujours là, moi j'y crois jusqu'au bout. Tant qu'elle n'a pas dit j'arrête pas, moi je continuerai. Et je pense qu'on est tous dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là. On est tous prêts à se battre jusqu'au bout et on a de l'espoir. On l'espère. Et on milite pour et on est aujourd'hui sur le terrain pour, puisqu'elle est là à Rennes à partir de 17h. Donc on espère. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, que ce soit elle ou n'importe quel candidat de gauche. En l'état actuel, nous on savait très bien, parce que souvent on nous a dit oui, mais c'est encore une candidature de plus. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est justement par le biais de la primaire populaire, d'avoir une union. Et on sait très bien que sans union, ça sera très dur d'avoir un accès au second tour. Est-ce que vous considérez que la gauche est divisée? Oui, si, la gauche est divisée évidemment. Mais pour moi c'est assez factice comme division. C'est-à-dire que la gauche se réunit sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de thèmes, et ce sont des thèmes qui sont très importants, très importants. Et finalement les points de division sont des thèmes et des points importants, mais qui sont un peu plus secondaires et qui ne méritent pas une telle division. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de s'unir sur un socle commun, sur tout ce qui unit déjà les forces de gauche. Et si déjà on avait ça, déjà on aurait un très bon quinquennat. Voilà. Oui, je trouve qu'il y a une division à gauche parce que en fait il y a un peu une dissonance entre ce que prônent les gens, l'union, rassembler les gauches, faire un seul candidat et en fait leurs actions. Mélenchon, c'est ce qu'il prône, c'est ce qu'il déclare, mais il ne le fait pas. Jadot, c'est pareil. Hidalgo, elle a aussi dit oui, moi je veux unir les gauches, etc. Et Madame Taubira, c'est vraiment la seule qui essaye de le faire sans pour autant se mettre en avant. Et c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire au travers de la primaire populaire. Mais en fait, il y a un désaccord des autres candidats parce qu'il faudrait qu'ils se mettent au second plan ou qu'ils fassent des concessions sur leur programme. Et ça, c'est pas des choses qu'ils sont prêts à faire, contrairement à Madame Taubira qui est plus ouverte à l'union. Cette division, elle est regrettable et on milite pour l'union. Mais on y croit jusqu'au bout, même si effectivement les taux se resserrent. Mais on y croit. On y croit. Et parce que c'est que par l'union qu'on va pouvoir porter la gauche au pouvoir. Il y a une division numérique et une division de candidats. Après, est-ce qu'il y a une division de pensée ? Je pense pas. Et quand on regarde à l'échelle des individus, à l'échelle des mairies par exemple, il y a plein de listes d'union de gens qui travaillent de tous les bords politiques. Et donc à l'échelle des citoyens, il n'y a pas de division. Il y a une division au niveau des partis, mais c'est ce qu'on essaye de changer aujourd'hui en tant que collectif. C'est pas qu'aujourd'hui. La division, il y a plusieurs années maintenant. Mais la division, c'est pas le fait d'idéologie. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une majorité de sympathisants de gauche qui souhaitent l'union. Donc on est à peu près à 85% des sympathisants de gauche qui veulent l'union. On a des partis qui arrivent à s'entendre à l'échelle locale.
Par contre, à l'échelle nationale, ils ne veulent pas que ça se fasse. Donc oui, il y a une division nette et précise, mais qui est liée au fait qu'il y a un problème, on va dire, démocratique et des jeux de parti qui fait que la volonté des citoyens n'est pas respectée. Ah, la division à gauche, encore un vaste débat. Oui, effectivement, finalement, c'est juste des visions de politiciennes, en fait, de gérants de partis politiques. Justement, Madame Taubira, elle a été portée par des citoyens et pas par un parti particulièrement. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Et finalement, quand on regarde vraiment leur programme à chacun, on remarque qu'il y a beaucoup de similitudes et finalement très peu de différences. Donc je pense que oui, la gauche peut se réunir et qu'aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, c'est juste pour des raisons d'ego, de politiciens. Voilà. Il faut savoir que Mme Taubira, quand même, elle a été s'est soumise à la primaire populaire, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous en avez entendu parler, qui a représenté à peu près 400 000 personnes. Et donc, ce qui fait qu'elle est représentante de ces 400 000 personnes-là. Et quand on cumule toutes les primaires à gauche, ça ne fait pas ce nombre-là. Donc pour moi, elle est vraiment représentative d'un peuple de gauche et d'une jeunesse de gauche. Enfin, surtout des jeunes de gauche. Nous avons pu également questionner des passants dans la rue. Alors, est-ce que vous avez prévu de voter cette année déjà? Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est important de voter Ah, tout à fait, oui. Ça permet de donner son avis aussi sur ce qu'on veut faire, où on veut envoyer l'État français en tout cas. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment important pour moi d'aller voter. Ouais. Oui, évidemment. J'incite tout le monde à le faire. Est-ce que vous savez qui est ici aujourd'hui? Oui. Vous pouvez me dire. Madame Taubira. À Rennes, non, je ne sais pas, parce que comme j'habite pas à Rennes, je ne sais pas. C'est Christiane Taubira. Ah d'accord, oui. Oui, très bien, oui. C'est l'ancienne garde des Sceaux. Je la connais. Est-ce que vous l'aimez bien? C'est pas ma personnage préférée, mais bon, elle fait partie de... Je pense qu'elle apporte quelque chose dans le nouveau discours qu'il y a en France. Non, pas spécialement. Enfin, je trouve sa candidature un peu absurde, mais bon. J'ai pas du tout aimé je suis plutôt votant de gauche, mais je trouve que la manière dont cette primaire dite citoyenne a été lancée était très très bizarre. Enfin, je trouve ça très bizarre. Ça me donne l'impression un peu d'un coup monté. Vous êtes capable de voter pour elle? Tout à fait, oui. Qui vous êtes capable de voter? Pour beaucoup de candidats quand même. Parce que beaucoup de candidats ont quand même des éléments de programme qui sont intéressants. Je suis un peu comme tout le monde, je trouve par exemple Fabien Roussel assez sympathique. Je suis aussi un peu parisien, alors Hidalgo c'est un peu difficile, mais c'est dommage parce que sinon c'est sûr que c'est plus mes idées. Voilà, et puis pour rien vous cacher, je trouve que quand même l'exercice présidentiel de Macron, et malgré tout ce qu'on en dit, n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs candidats pour lesquels je peux voter. Pensez-vous qu'aujourd'hui la gauche elle a des chances d'accéder au second tour? Non. Parce qu'il n'y a pas vraiment de force vive que ce soit PS, PC ou autres, qui sont assez forts pour pouvoir avoir une liste unique et capable de battre la droite ou plus. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, non, aucune. Est-ce que selon vous, il n'y a pas trop de candidats à gauche cette année? Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de candidats. Et oui, de faire qu'une liste vraiment unique, de se réunir tous derrière une liste, ils ont fait l'erreur de vouloir se disperser un peu trop. Ah si, je ne peux pas dire l'inverse. Oui, évidemment, le vote est très dispersé. Donc s'ils avaient voulu accéder au second tour, il aurait fallu effectivement qu'il y ait une candidature unique de la gauche, mais savoir comment la désigner, c'est une autre paire de manches. Le meeting a commencé peu après 17h et pendant 1 heure, des intervenants du parti ont fait la première partie de Christiane Taubira. Démocratie, du grec démos, le peuple, et kratos, l'autorité, la puissance. La démocratie, l'humanité l'a choisie plusieurs fois au cours de l'histoire. Notre démocratie d'aujourd'hui nous vient des Lumières, des révolutionnaires, des sans-culottes, des communards. Notre démocratie nous vient de citoyens et citoyennes qui se sont levés.
Cette invasion, c'est rien de moins que le retour sur notre continent de la loi de la jungle. Celle qui autorise un État puissant à envahir un État qui l'est moins. Avant même ce fait majeur, notre prochaine élection présidentielle, que nous préparons ici, était déjà cruciale. Elle le devient maintenant encore plus. C'est un moment révélateur, c'est un carrefour de l'histoire qu'il nous est interdit de rater. C'est à ce moment-là qu'il nous faut être ensemble, plus que jamais, solidaires. C'est à ce moment-là que l'essentiel doit bannir l'insignifiant. Je ne vous rappelle pas les débats de prénoms qu'on entend à la télévision française. Après une longue première partie, Christiane Taubira est enfin arrivée. Les Outre-mer, c'est aussi pour la France des bases qui ont assis sa puissance. Je parlais de sa puissance spatiale tout à l'heure avec la Guyane. Il y a sa puissance nucléaire, établie en Polynésie, après le déménagement du désert de Namibie. Des puissances spatiales nucléaires qui ont signifié une implantation et quelques dégâts sur les territoires et sur la santé des habitants. Contribution non sollicitée, donc non consentie, mais une contribution assumée. Les Outre-mer, c'est aussi des foyers de lutte sociale contre les injustices, parce qu'elles sont un peu plus criantes et surtout plus visibles, puisque les territoires sont limités. De lutte pour les biens de première nécessité, de lutte contre des concessions faites à des puissances économiques, aussi bien pour distribuer des produits alimentaires nuisibles à la santé, que pour obtenir des rendements de production au prix de la santé des habitants. Les Outre-mer, ce sont des lieux où l'histoire a laissé des traces multiples, des croisements de tous les lieux du monde, des croisements qui sont arrivés là par la découverte, les Amérindiens qui sont venus d'Asie et qui ont parcouru des terres et des mers et se sont installés dans les Amériques, du sud au nord, mais aussi des morceaux de peuple, des individus capturés, arrivés de toute l'Afrique, par la traite et l'esclavage, mais aussi des curieuses et des curieux, mais aussi les colons qui se sont implantés, qui sont restés et qui y ont établi leur famille et leur généalogie, mais aussi des personnes venues d'ailleurs parce qu'on tentait tant bien que mal de développer, de faire prospérer ces colonies. Les Outre-mer, ce sont des lieux où se retrouvent tous les continents, toutes les conformations physiques, tous les phénotypes, tous les aspects, toutes les couleurs, toutes les nuances, tous les accents aussi, toutes les tailles aussi. Oui, nous allons donner à la jeunesse les moyens de son émancipation. Nous n'acceptons pas que dans notre pays, 46% des jeunes soient obligés de travailler pour leurs études. Voilà, nous ne l'acceptons pas. Nous avons besoin qu'ils soient occupés par leurs études. Nous avons besoin qu'ils s'instruisent, qu'ils se cultivent, qu'ils se consacrent à des causes de bénévolat. Nous avons besoin qu'ils s'épanouissent. Nous avons besoin qu'ils cherchent et qu'ils cherchent à comprendre et qu'ils partagent et qu'ils échangent. Nous avons besoin qu'ils se rencontrent. Donc nous créons les conditions pour qu'ils soient chacune, chacun autonomes. C'est ainsi qu'ils pourront choisir leurs études, leur trajectoire, leur parcours, et qu'ils feront ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire, et qu'ils le feront le mieux
possible. Ça ne veut pas dire de vous replier. Ça ne veut pas dire de ne pas vous intéresser aux autres. Il y a d'autres étudiants, même s'ils ont ce revenu d'émancipation, ils ont peut-être besoin d'un coup de main. Ils ont peut-être besoin de 2-3 heures d'explication sur une discipline. Il y a des associations qui s'occupent des autres, où des personnes donnent de leur temps pour les autres. Et vous savez, nos engagements sur la justice sociale, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Nous n'acceptons pas que dans ce pays, des femmes majoritairement, mais ce serait pareil si c'était des hommes, des femmes majoritairement vivent avec un salaire inférieur au SMIC, en travaillant 10-12 heures par jour, en courant d'un point à l'autre du territoire, pour prendre soin des aînés, des personnes dépendantes, des personnes invalides, des personnes qui ont besoin des autres, pour apporter du bien-être, pour apporter un sourire, pour apporter une présence, une attention. Nous voulons que ces femmes-là vivent dignement de leurs efforts, de leur travail. Nous ne voulons pas continuer à vivre dans une démocratie archaïque où la présidence prend des postures monarchiques et des décisions solitaires. S'il y a un baromètre de l'inquiétude, s'il y a un baromètre de la crispation, s'il y a un baromètre de l'inconscience, c'est bien celui des parrainages. Nous avons des lois qui font obligation à l'État de veiller à l'exercice de la citoyenneté de toutes ces personnes comme tout autre citoyen, toute autre citoyenne. Et pour cela, il y a des obligations. Parmi ces obligations, il y a l'accessibilité. Et nous voyons bien que lorsque nous respectons cette obligation d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ça nous sert à toutes et à tous. Lorsque les bâtiments sont accessibles, lorsque les commerces sont accessibles, lorsque les écoles sont accessibles, ben vous voyez bien, les quelques hommes qui poussent des poussettes, ils prennent ce chemin-là. Les femmes qui poussent des poussettes aussi, mais les quelques hommes s'y engouffrent plus vite. Et nous en profitons tous parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes fait une entorse, parce que nous avons de gros sacs. Donc le seul fait de respecter la loi qui impose de respecter la citoyenneté des personnes en situation de handicap, nous fait du bien à toutes et à tous. Nous savons que lorsque nous avons des idéaux, il n'y a pas de divergence insurmontable entre nous. Vous, j'ai appris à vous connaître en me déplaçant, en vous rencontrant, en vous écoutant, en vous lisant. J'ai appris à vous connaître. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont eu parfois des engagements au Parti communiste, qui en ont encore, au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les radicaux, chez d'autres encore. Il y a parmi vous, il y a parmi nous, des féministes, des antiracistes, des humanitaires. Ce qui nous lie, ce sont les valeurs. C'est parce que nous croyons à la solidarité. Alors nous disons égale dignité entre les cultures. Mais il y a les principes. Il y a des principes inaliénables. L'intégrité de chaque individu, et en particulier des femmes. Il y a des principes inaliénables. Le respect de la dignité de chacune et de chacun. Il y a des principes inaliénables. Personne n'est au-dessus de personne d'autre. Nous reconnaissons les langues et nous savons qu'elles participent de notre patrimoine commun, qu'elles nous enrichissent, qu'elles nous cultivent et que même lorsque nous ne les connaissons pas, nous en sommes imprégnés. Et que ce patrimoine-là, cette richesse-là, doit être indivisible, au sens où personne ne peut faire main basse sur ces richesses-là. Et nous devons nous battre pour que le monde ainsi soit à notre portée, parce qu'il nous appartient, parce que tout le reste s'impose à nous. Et que cela, nous voulons être sûrs qu'il est notre patrimoine commun. Alors nous allons veiller à ce que l'altérité, c'est-à-dire la curiosité vis-à-vis des autres,
la fraternité, c'est-à-dire la capacité à accueillir, l'hospitalité, grand principe qui nous élève, nous qui recevons avant même de servir celle ou celui qui arrive. Nous voulons que ces principes irriguent à nouveau nos politiques publiques, nos comportements collectifs et nos attitudes individuelles. Et celles et ceux qui viennent jusqu'à nous, il nous l'a dit Laurent Godet, elles et ils qui viennent jusqu'à nous désignent en silence un endroit où la vie vaut d'être vécue. Oui, nous sommes un de ces endroits de la terre où la vie vaut d'être vécue. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Alors nous leur disons, celles et ceux qui sont déjà chez nous, vous êtes chez vous, et nous sommes là à vos côtés. Et celles et ceux que la guerre, que la famine, que le malheur, que les bouleversements climatiques, que l'effondrement de la biodiversité vont conduire chez nous. Ils viendront avec leur expérience, ils viendront avec leur cœur, ils viendront avec leur savoir et ils viendront nous aider. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Il y a des oiseaux de basse-cour, il y a des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Oh, vivre d'espoir qui croit en ça. Oh, vivre d'espoir qui croit en ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille.